Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le 16e épisode de la revue du stress et à cette occasion, j'ai le plaisir de vous présenter une interview que j'ai faite ce lundi 8 juillet avec Philippe Murer. Je vous rappelle que si vous voulez être tenu au courant des prochains numéros de la revue du stress, vous devez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti! Bonjour Philippe Murer. Bonjour, bonjour à tous. Philippe Murer, je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de le présenter, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, Philippe Murer est un économiste souverainiste, hein, qui a écrit récemment deux ouvrages, un qui s'appelle La transition écologique et un autre qui s'appelle Sortir du capitalisme de connivence. Non, Pardon, du c'est moi qui désastre. dis connivence, du désastre. Moi, je suis obsédé par le capitalisme de connivence, mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, d'ailleurs, quand j'ai lu donc le capitalisme du désastre, je me suis dit, mais pourquoi les gens qui disent que Philippe Murer est d'extrême droite? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre de gauche, vraiment. Enfin, de la gauche d'autrefois, la gauche qui défend le peuple. Voilà. Alors Non, moi, je quand on dirais que dit c'est la extrême gauche droite, gaulliste. la gauche C'est la gauche gaulliste. gaulliste parce que, en fait, De Gaulle était pas du tout de droite particulièrement. En tout cas, il Oui, connaissait très bien les dégâts et les risques du capitalisme s'il les laissait sans bride, et il pensait qu'il fallait le réglementer tout simplement pour que chacun puisse bénéficier des fruits de la croissance. C'est pas d'ailleurs spécialement être de gauche, c'est être juste en fait, hein. Parce que qu'il est lié certaines inégalités, c'est un peu obligatoire parce que sans égalité, avec l'égalité parfaite, on est dans le communisme. Donc il y a forcément certaines inégalités. Par contre, qu'elles soient maîtrisées et qu'elles ne soient pas extensibles à l'infini, il me semble que c'est la justice même et c'est la capacité d'avoir une société qui fonctionne, en fait, hein, qui dure. voilà, je crois que c'est très bien résumé comme introduction. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la présentation que j'ai faite de vous? Oui, en fait, ça fait 12 ans en fait que je suis dans le combat pour la souveraineté nationale, voilà, qui a commencé par un sondage qu'on avait fait avec Emmanuel Todd, Jacques Sapir sur le protectionnisme et les Français et le libre-échange, qui a été fait en 2011. Et depuis, je me bats au niveau du camp souverainiste, voilà, avec les succès qu'on connaît et les échecs qu'on connaît en ce moment. On en parlera à la fin. Ah, je crois qu'on va en parler, oui. Mais enfin, le grand point du jour aujourd'hui, évidemment, ce sont les élections législatives avec les résultats que l'on connaît. Donc, le Front populaire, le nouveau Front populaire, est arrivé en tête sans avoir la majorité absolue. Ensuite vient le camp des macronistes, c'est-à-dire ceux du capitalisme et des désastres. Et puis, le Rassemblement national, finalement, a fait un score beaucoup plus faible que celui qui était prédit par les sondages. Néanmoins, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, 7 millions pour le nouveau Front populaire et 6 millions pour le macronisme, on va dire. Voilà. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est démocratique? J'en sais rien. Oui, c'est démocratique. Les gens ont voté. Il faut accepter le résultat des urnes. Mais si on prend l'exemple de l'Angleterre, par exemple, où il y a eu une grande victoire des travaillistes, bien les travaillistes ont fait le même score que le Rassemblement national. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous Alors, commenter c'est ceci? effectivement légal, comme vous le dites, mais c'est pas légitime. Alors, on va commencer par analyser le résultat. On a grosso modo trois gros blocs. On se rappelle que la majorité au Parlement, c'est 289 sièges. On a trois gros blocs, Nouveau Front Populaire et Divers Gauche avec 194 sièges.
Ensemble 163, le RN 143, et un autre bloc un peu flottant, LR et Alliés à 66. Donc on voit qu'il n'y a pas de majorité possible et qu'il n'y a aucune possibilité qu'un parti puisse gouverner seul, un bloc puisse gouverner seul et appliquer son programme. Alors, ce qui a été surprenant, en fait, c'est le barrage des castors. Le niveau du barrage des castors a été très élevé dans la lutte contre le fascisme et l'extrême droite. On va en revenir d'ailleurs tout de suite à ça après. Ça a été très puissant, beaucoup plus qu'attendu. Moi-même, je ne pensais pas qu'il serait aussi puissant. On peut le voir, les résultats, les sondages sortis des urnes ont montré qu'au deuxième tour, quand il y avait des deuxième tours RN Macron, macroniste, on se retrouvait avec 72% des électeurs du nouveau Front populaire qui ont voté Macron. Et quand on avait des deuxième tours RN contre nouveau Front populaire, on a quand même 50% des électeurs macronistes qui ont voté nouveau Front populaire. Donc on a eu un vrai barrage de Castor, plus fort qu'en 2022, probablement par le fait que les gens sont prêts à laisser le RN vivre, avoir des députés. C'est moins violent qu'avant, mais ils ne sont pas prêts à le laisser gouverner. Il y a toujours cette peur de l'extrême droite. Alors, débunkons ça tout de suite, parce que franchement, le RN, moi, c'est pas mon parti. J'y étais de 2014 à 2017 quand ils défendaient la souveraineté nationale, ce qui ne me posait aucun problème. Mais on voit bien qu'ils n'y ont rien d'extrême droite ni de fasciste. Parce que l'extrême droite, on le rappelle, c'est des gens qui refusent le résultat des urnes, c'est des gens qui ne respectent pas les institutions, le Parlement. Et en fait, au niveau, on ne peut pas accuser le RN de xénophobie, ils disent juste ils veulent réguler l'immigration. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent renvoyer tous les gens chez eux, ils veulent réguler l'immigration, ce que font les flux d'immigration, ce que font 80% des pays au monde, qui ne sont pas d'extrême droite. Donc tout ça procède d'un théâtre antifasciste et donc d'une malhonnêteté, hein, puisque toute la bataille, tout sauf le RN, en fait, des deux blocs, s'est constitué sur ce théâtre antifasciste qui est complètement faux. D'ailleurs, Jospin l'avait dit, Lionel Jospin avait dit, ce théâtre antifasciste, le RN n'a jamais été fasciste, ça n'a pas de sens. Et on parlait du RN de Jean-Marie Le Pen, hein, pas de Marine Le Pen. Donc tout ça est complètement fallacieux. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la bataille des médias a bien fonctionné, elle a porté ses fruits. Les électeurs sont laissés flouer et ont voté comme un seul homme, un peu perdu, contre le RN quand il venait des camps opposés. Et là-dessus, un truc intéressant que je voulais signaler, c'est qu'Aurélien Rousseau, donc, qui est du Nouveau Front Populaire, a dit dans un tweet, aujourd'hui, il a livré vraiment la vérité, il félicite la presse. Il dit, je félicite la presse pour la victoire de la gauche. Ma gratitude à la presse, je pense en particulier à Presse quotidienne régionale, aux antennes de France Bleu, au journal Le Monde, La Croix, Libération, L'Humanité. Leur travail a été indispensable et à la hauteur de ce moment historique. Donc, il livre carrément la vérité, c'est que la presse a profondément influencé les Français en faisant peur à propos du RN, en expliquant qu'il fallait absolument voter contre eux, quoi. Oui, ben, Alors, en fait, trois petits c'est points pour finir sur le RN et sur une raison aussi, en plus de la presse, de leur défaite. C'est le fait que le RN n'est toujours pas professionnel. Ils ont beau avoir beaucoup d'argent grâce aux 85 députés et aux plusieurs millions de voix qu'ils ont réalisés à la précédente campagne de 2022, beaucoup d'argent chaque année, mais ils sont clairement tirés une balle dans le pied. On a vu qu'il y avait des candidats pas professionnels qui ont été mal choisis. Alors certes, Jordan Bardella a parfaitement raison qu'ils avaient 48 heures pour les choisir. Mais quand vous avez un parti de cette taille, vous avez une centaine de référents, un référent par département. Vous pouvez leur demander quelle personnalité choisir, ne dérape pas et est relativement compétent. Vous pouvez vérifier tous les réseaux sociaux de ces gens pour vérifier qu'ils n'ont pas raconté d'énormes bêtises ou qu'ils n'ont pas dérapé dans le passé pour éviter de cramer tout le camp du RN, ce qui s'est passé, hein, sur des quiproquos en plus, hein. On l'a vu qu'il y a un candidat qui, le jour de la mort de Forisson, a voulu taper sur Forisson, en faisant un parallèle entre les Juifs qui seraient vengés de la Shoah puisque Forisson est mort. Mais malheureusement, ça a été dit avec humour et de façon très maladroite, et tout le monde a cru qu'en fait, il se réjouissait de la Shoah. Alors que le type tapait le jour de l'anniversaire de Forisson, a priori, il était anti-pétainiste, il l'avait montré par le passé. Mais tout ça, c'est un manque de professionnalisme, et ça coûte cher. Ça coûte cher parce que je pense que ça éloigné des électeurs du RN, puisque ces petites affaires montées en épingle ont éloigné les électeurs du RN.
Autre chose importante à signaler, c'est que le RN, il attire globalement, mais il n'y a pas une grande solidité dans l'attirance pour le RN. C'est plutôt un défaut. D'ailleurs, les phrases qu'on entend dans la rue, c'est on va essayer le RN parce que eux, on les a pas essayés. On n'a pas essayé le RN, ce qui est d'ailleurs pas une façon très solide de faire de la politique pour les Français, mais il en est ainsi. Le programme, il est effectivement symboliquement différent des autres partis, des autres blocs. C'est pour ça qu'il est moins pire. C'est la nation, l'ordre, et on va défendre les classes populaires et moyennes. Dans les faits, c'est pas vraiment vrai, puisque de toute manière, ils veulent rester dans l'Union européenne. Donc la nation est mise de côté, les classes populaires sont complètement bafouées et flinguées par l'Union européenne. Et ça crée une fragilité du RN. On se rappelle que cette fragilité, on l'a déjà vu pour les élections régionales de 2021, où ils ont complètement raté et eu aucune région, alors que tout le monde était persuadé qu'ils en auraient. Et ça a été aussi raté puisque ça a failli être raté en octobre 2021 pendant la présidentielle. Rappelons que Zemmour, en 2 mois, a dépassé le RN et a failli, en fait, gagner contre le RN, récupérer le vote utile. Si Zemmour a pas fait beaucoup d'erreurs, il aurait plié le RN. Donc il y a une vraie fragilité due au fait qu'il n'y a pas de logique entre leur programme de redresser la nation et le fait de rester dans l'Union européenne. Voilà pourquoi c'est un petit peu fragile tout cela. Oui, ben ça, je crois que c'est le point essentiel. Tant qu'on veut rester dans l'Union européenne, on peut rien faire. Ça me paraît à peu près évident. Mais alors justement, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas mieux pour le RN, au fond, de ne pas avoir eu la majorité? Parce que s'il avait eu la majorité et qu'il était venu, que Bardella était venu à Matignon, ben justement, comme il veut pas sortir de l'Union européenne, de toute façon, il pouvait pas faire de référendum, ben, en fait, il se serait cassé les dents, hein. Cassé les dents, avec la C'est sûr crise que la pire chose économique. pour le, Hmm. La pire chose pour le RN, vous avez raison, c'était d'être majoritaire, d'avoir la majorité absolue. Puisqu'ils étaient obligés de gouverner, ils avaient demandé des élections, ils gagnent, ils sont obligés de gouverner, évidemment. Et à partir de ce moment-là, ils se retrouvent avec le Sénat contre eux, et qui a quand même un rôle, le Conseil constitutionnel contre eux, dans les faits, mais même idéologiquement contre le RN, et effectivement, le président de la République contre eux, la possibilité de faire des référendums. Et tout ça en étant dans l'Union européenne qui les empêche de gouverner. Donc c'était la catastrophe assurée. Vous avez raison. Tant du point de vue économique que l'impossibilité de réguler les flux d'immigration. Ils auraient pu gouverner 3 ans, mais 3 ans après, le RN aurait été extrêmement abîmé par l'absence de résultats. Donc vous avez tout à fait raison. Euh, je voulais juste revenir sur deux, trois petites choses quand même sur Oui, ces élections, parce que quand même, il faut quand même si le but n'est pas de dénoncer, il faut quand même dénoncer le système de magouille et pour voir à quel point, en fait, le système a magouillé pour aller faire de la kleptocratie électorale, pour voler ces élections aux Français. Parce que les Français avaient placé le RN à 32% et demi, 33%, pardon, au premier tour. Or, c'est le même score, grosso modo, que les macronistes en 2017. Avec ça, ils avaient eu 350 sièges. C'est le même score que Sarkozy et Hollande aux élections législatives, leurs partis respectifs, de 2007 et 2012. Et avec ça, ils avaient une majorité absolue. Donc là, on voit qu'il y a un énorme problème, puisque le RN, avec 33%, finalement, a 140 sièges. Et même quand on regarde plus précisément, on se rend compte que les macronistes avaient 20% au premier tour, ils ont 180, combien? Non, 160 sièges, et donc ils ont plus de sièges que le RN qui avait 33%. Donc là, oui, on est vraiment dans la kleptocratie. Et ça s'est fait à tous les niveaux des partis classiques. C'est-à-dire que LR, on oublie à magouiller dès le début, puisqu'en fait, il s'est débrouillé pour avoir de la non-concurrence, ne pas avoir de concurrents en marche face à pas mal de députés, en faisant la même chose inversement avec des députés macronistes. Ensuite, tous les autres se sont alliés contre le RN, alors qu'ils n'ont absolument pas la même stratégie, le même programme électoral, ce qui est assez absurde. Et on s'est retrouvé avec des absurdités, rappelons-le. Le candidat, la France Insoumise, s'est désisté pour faire gagner Elisabeth Borne, la première oui, ministre des retraites à 64 ans. oui. Donc, ils sont battus des mois. Ils ont dit aux gens, allez dans la rue, battez-vous, faites grève contre la réforme des retraites. Ils font réélire Madame Borne de la réforme des retraites. De la même manière, il y a un candidat LFI, une candidate LFI qui s'est désistée pour faire gagner le premier flic de France, Gérald Darmanin, alors que LFI sont anti-flics. Et ils ont fait élire Darmanin sans aucun problème. Autre chose, quand même qu'il faut signaler, parce que ça a son importance, c'est que Raphaël Arnaud, le candidat à la France Insoumise à Avignon,
responsable de la Jeune Garde, mouvement antifasciste, violent, qui se vante de ses opérations de casser la gueule aux sympathisants Reconquête ou RN. En fait, il le montre cela sur Instagram. C'est quand même extrêmement grave, quoi. Là, on est vraiment dans une forme de fascisme, hein, antifasciste, qui est devenu du fascisme. Il a été élu à l'Assemblée nationale grâce au désistement d'un candidat d'hiver gauche. Et puis rappelons que Édouard Philippe, de son côté, a voté pour le Parti communiste. Je veux dire, voilà, alors que c'est quand même un néolibéral de pure souche, et que Gabriel Attal a appelé à voter pour la France insoumise. C'était moins pire que le RN avait voté la France insoumise. Donc ce système-là a été complètement dévoyé. Le système majoritaire à un tour, à deux tours, c'est pour donner une majorité au parti qui arrive largement en tête. Ça a été le cas du RN, il n'en a pas bénéficié. Et donc, je vais vous lire un petit tweet qu'a fait le Yann du bon dosage. C'est exactement ça. Une réponse à un message que j'avais envoyé, il a mis. Ils ont inversé le sens du scrutin majoritaire à deux tours. Celui-ci a été fait pour que le parti majoritaire puisse toujours gouverner sans trop avoir à négocier avec des petites formations. Là, ils ont retourné le système pour que seuls les partis minoritaires le puissent. Hein. Donc, voilà où on en est et voilà ce qui est absolument scandaleux, ce qui va faire bouillir la cocotte minute en France pour quelques années supplémentaires, peut-être un an, peut-être 6 mois, peut-être 3 ans, j'en sais rien, parce que la situation reste quand même instable. On a quand même une consolation. Olivier Véran n'a pas été élu. Ouais, c'est Parce que vrai. là, ça aurait été vraiment un Olivier comble. Véran n'a pas été élu et Meir Habib non plus n'a pas été élu en Israël, enfin dans la circonscription des Français de l'étranger qui comprend Israël. Parce que Meir Habib aussi était assez dingue, mais Olivier Véran, effectivement, qui nous a vraiment kikiné, qui a été horrible pour pendant la dictature sanitaire, a perdu à quelques centaines de voix près, quoi. Il y a eu quelques Oui, justement, surprises. quand on parle de risque de fascisme, il ne faut pas oublier quand même que nous avons vécu quelques années un peu borderline au niveau du totalitarisme, hein, quand on oblige une population à rester confinée, qu'on instaure un pass sanitaire puis vaccinal, voilà, qu'on oblige les gens à faire des auto-attestations pour promener leurs chiens, etc. Et j'en passe. Bah, je sais pas si c'est vraiment ça la démocratie. Non, ça se rapproche du fascisme. Et même l'épisode d'avant, où des pauvres gens sont allés manifester dans la rue parce qu'ils avaient faim et qui sont retrouvés éborgnés à coups de Ouais, LBD pour des gens qui manifestaient pacifiquement, où on leur balançait des grenades de défense, hein, qui font quand même, qui ont pu arracher des mains. On voit bien que le gouvernement, ceux qui sont proches du fascisme, c'est très clairement l'extrême centre macroniste, hein, très absolument. C'est clairement. ce qu'on appelle parfois le centre gris. Mais alors oui, le Rassemblement national n'a pas vraiment de cohérence puisqu'il a tout le temps changé d'avis finalement. Maintenant, il veut rester dans l'Union européenne après en 2017 avoir dit qu'il voulait le quitter. Mais néanmoins, le Rassemblement national, c'est celui pour lequel votent les, les somewhere, en quelque sorte, par rapport au anywhere. Donc, Et il disons faut quand même en tenir compte. Le Rassemblement national, effectivement, a des défauts, mais au moins il porte le drapeau français. Alors que le drapeau de Macron et des macronistes, c'est plutôt le drapeau européen qui est mis en avant partout, Ouais, et que la France insoumise et une partie de la gauche, c'est plutôt le drapeau palestinien de façon extrêmement surprenante qu'on voit dans toutes leurs manifestations aujourd'hui. Nonobstant le fait qu'il y a effectivement un drame en Palestine, qu'il faut absolument trouver une solution pour avoir deux peuples et deux États, ça on est bien d'accord, mais de là à faire des élections européennes sur la Palestine comme l'a fait la France insoumise et avoir des drapeaux palestiniens partout, les Français sont quand même les oubliés de la chose. Une autre chose importante de ces élections et qui est assez dommageable, moi je pensais que le RN et LFI auraient la majorité absolue, ce qui avait de certains avantages. Je ne suis pas un fan du tout de LFI, mais c'est-à-dire que c'était les partis les moins favorables et même défavorables à la guerre en Ukraine qui auraient la majorité absolue, rendant difficile pour Macron de continuer sa marche vers la guerre, quoi. Et très clairement, là, on a les partis favorables à la guerre d'Ukraine qui sont majoritaires. Entre ELV, le Parti socialiste, Macron, les LR, on a des gens qui sont pro-OTAN et pro-guerre en Ukraine, prendre de plus en plus de risques, voire limite envoyer des troupes en Ukraine, comme le veut Macron, qui sont majoritaires. Ça, c'est franchement embêtant, quoi. Franchement embêtant.
Oui, je suis bien d'accord. Dernière chose Oui. qu'il faudrait peut-être regarder, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. C'est la Hein. question que j'allais vous poser. Super. Alors, demain, en fait, il va rien se passer demain. Voilà. On va avoir 3 semaines de calme. Pourquoi? Parce que, comme il n'y a aucun bloc, bah, la France insoumise s'est alliée avec le Parti socialiste, avec Europe Écologie Les Verts, avec des promesses, un programme, évidemment qu'ils ne vont pas rompre les pactes qu'ils ont signés dans la semaine. Parce que ça serait trop visible et ça mettrait trop de colère, ça provoquerait trop de colère. Donc, on va avoir probablement 2, 3 semaines de battement au moins pour laisser la poussière retomber et laisser le temps de l'oubli. Après, les trahisons pourront avoir lieu. Parce qu'il est évident, tout le monde l'a vu, déjà les macronistes et les Édouard Philippe appellent à cela, c'est l'idée que la seule majorité possible, en fait, les seuls qui peuvent gouverner, c'est une alliance totalement baroque entre Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, les macronistes et LR. Théoriquement, c'est ce qu'il nous faut parce que, en fait, si vous avez uniquement Europe Écologie Les Verts, le PS et Macron, c'est pas majoritaire. Théoriquement, il faut un parti majoritaire quand même pour gouverner, donc il faudrait rajouter les LR. Alors là, deux petites choses. Là, on voit le problème, en fait, c'est que ces gens-là sont majoritaires alors qu'ils sont minoritaires dans l'opinion et que c'est des petits partis, ce qui est complètement fou. Parce que si on veut estimer leur poids réel dans la population, il faut reprendre les élections européennes. Donc, Europe Écologie Les Verts, c'est 5%, le PS et Macron, c'est 14 chacun, et LR, c'est 7%. Donc, on arrive à peine à 14, à 40%, et pourtant, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est quand même magique. Hein. C'est là où on voit les résultats de Laurent Tournou. LFI, évidemment, bon, j'ai passé de côté, ne peut pas s'allier avec Macron sans détruire complètement toute leur légitimité auprès des gens qui votent pour eux, des classes populaires qui votent pour eux, et même des autres. Donc ça ne peut pas marcher, le RN non plus. Donc la vraie question, parce que c'est pas si simple, hein, tout le monde se dit cette alliance va avoir lieu. Alors ça, c'est tout à fait possible parce que c'est la seule alliance possible. Mais est-ce que ce gouvernement peut vraiment voir le jour? Parce que sur quelle base programmatique ça va voir le jour? On a Europe Écologie Les Verts qui est anti-nucléaire alors que les LR sont tout à fait pro-nucléaire. On a Et des le gens, PC aussi. Le PC aussi et est le PC pro-nucléaire. aussi, qui peuvent faire partie de l'attelage. Après, ils n'ont que 10 voix, donc ils peuvent faire ou non partie de l'attelage, vous avez raison. L'autre chose, c'est sur l'immigration. Toute la partie jusqu'à Macron est pro-immigration, les LR disent tout le temps qu'ils sont anti-flux d'immigration. Les LR veulent des baisses d'impôts, toute la partie gauche veut des hausses d'impôts. En tout cas, c'était le programme. Et Macron est plutôt contre les hausses d'impôts pour des baisses d'impôts. Donc ça, c'est quand même compliqué à faire comme attelage. Hein. Sur quel programme? Et n'oublions pas que tout cela, ça va se faire dans une situation économique et financière très difficile. Déficit public de 5,5%. On est probablement qu'on est en train de basculer en récession en France et on va basculer a priori en récession où on va flirter dans les mois à venir. Et tout cela avec la Commission européenne qui va nous imposer de couper dans les dépenses publiques de 15 milliards. Donc, comment vous allez pouvoir trouver l'attelage, enfin, trouver là où les couper les 15 milliards entre des gens de gauche et des gens de droite qui n'ont pas du tout la même idée dessus. Les gens de droite du LR, ils vont dire coupons dans les dépenses sociales. Les gens de gauche, ils vont dire bah, coupons peut-être dans autre chose, dans les subventions aux entreprises ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même très compliqué. Alors, ils ont tout à fait intérêt à ce que ça voit le jour, c'est clair, euh, mais c'est pas certain à 100%. Ils vont sans doute nous trouver quelque chose, mais c'est pas certain à 100%. L'autre chose, c'est que les partis de l'Alliance vont se griller pour la suite. C'est certes, on peut voir leur cynisme, mais quand, imaginez qu'ils arrivent à gouverner longtemps les LR avec le PS et Europe Écologie Les Verts, ça va laisser d'énormes traces pour eux à l'avenir. Est-ce qu'ils ont envie, effectivement, d'être cramés et de pouvoir gouverner 2 ans pour faire pas grand-chose, mais derrière d'avoir effectivement leurs électeurs qui les abandonnent pour des partis aussi faibles? Donc ça va être très très mauvais pour la France, ce gouvernement qui n'a pas de cohérence et pas de structure programmatique, mais ça peut être très très mauvais aussi pour ces gens-là. Donc tout ça me semble compliqué. Dernière solution, c'est un gouvernement PS, LR et Macronie. Ils ont la majorité absolue, pas de beaucoup, mais ils ont la majorité absolue. Ça serait le gouvernement UMPS hein, qui finalement se formerait Ouais. sous nos yeux. C'est un peu plus raccord que l'autre gouvernement qu'on envisageait, sur les impôts, la baisse des impôts, mais pas sur l'insécurité et l'immigration. Donc, ça crée un risque fort, là aussi, de disparition de l'air qui serait absorbé par la Macronie.
Donc, tout ça est compliqué. Je ne suis pas sûr que si un tel attelage il puisse durer longtemps. Et on va voir dans les semaines à venir comment ça se passe. Je pense que dans 2, 3 semaines, les tambouilles vont se faire. Ouais. Et il y a, ce qui est marrant, c'est qu'il y a dans le Figaro un simulateur de coalition. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà. Alors on J'ai peut vu quelqu'un s'amuser, l'utiliser. on peut s'amuser, voir en fait, on voit que vous avez tout à fait raison. Les coalitions possibles sont des coalitions qui n'ont pas de sens. Mais au fond, est-ce que tout ça, c'est vraiment si important que ça? Puisque finalement, que ce soit les macronistes, que ce soit le nouveau Front populaire ou que ce soit le Rassemblement national, ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Alors donc le pouvoir, finalement, il est quand même à Bruxelles, il est pas à Paris. Et le gouvernement, quel qu'il soit, qui sera à Matignon, bah, il ne pourra pas faire grand-chose. Et en ce moment, en Union européenne, il se passe des petites choses qui sont peut-être pas très très sympathiques. Et si Madame von der Leyen est effectivement de nouveau présidente de la Commission, ou d'autres d'ailleurs, ça n'augure pas des très bons jours pour les populations de l'Europe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors, c'est clair que l'Union européenne est de plus en plus folle. La chose la plus folle qu'elle a faite, c'est très simple, c'est faire exploser les prix de l'électricité pour faire un marché commun de l'électricité qui dysfonctionne complètement et qui fait que ben, en France, on paye notre électricité 25 centimes d'euros le kilowattheure alors qu'elle est produite à 6. C'est un Mhm. problème majeur et ça pose des problèmes majeurs pour les Français, que ce soit les ménages ou les entreprises qui font faillite à cause de ça. Et l'industrie tout particulièrement qui a tendance à se délocaliser ou à faire faillite. Donc c'est un problème en France, mais ça a été un problème encore pire en Allemagne où les prix sont montés à des niveaux complètement délirants, ainsi qu'en Belgique, 3 fois plus cher qu'en France. Donc on voit que frapper les populations avec des prix de l'énergie, de l'électricité aussi élevés, alors que ça n'a aucun sens et aucun intérêt, on voit la violence en fait très clairement de l'Union européenne qui applique son idéologie sans se soucier du sort des gens. Puis il y a l'autre problématique, c'est que devant les échecs complet de l'Union européenne, que ce soit sur ce problème économique, sur le problème industriel, où l'Europe est en train d'être complètement déclassée au niveau industriel, au niveau technologique et au niveau de la croissance, qui est nul. Au niveau de l'immigration, qui est un problème majeur pour les peuples, eh bien finalement, il y a la tendance à dire bah, on va aller plus vite que les peuples, on va les dégager avant qu'ils nous dégagent. C'est-à-dire, on va faire une Europe fédérale, tout le projet de novembre, et qui est en discussion au niveau de l'Union européenne, de faire une Europe fédérale pour créer un vrai État européen, ce qui déposséderait la France de son État et permettrait à terme, en fait, de faire en sorte que les Français n'aient plus rien à dire. Donc, c'est la vraie tentation et c'est le vrai danger dans les années à venir. Et ce qui est terrible, c'est que ça, on n'en entend jamais plus parler à la télévision, dans les médias, dans la presse. Pourquoi? Parce que la presse a réussi à annuler, certes, le vote RN, mais surtout toutes les réflexions souverainistes et le vote souverainiste. Parce que les souverainistes, les gens qui veulent sortir de l'Union européenne, les Français qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est 35% des électeurs. C'est 35% des électeurs, selon 3 sondages concordants qui datent d'il y a quelques mois. Et cette question est complètement évacuée. Elle est complètement évacuée d'ailleurs avec le fait que les 3 partis souverains